Bonjour et bienvenue dans le 7-8 de l'été. Ce magazine sera consacré à l'histoire et au patrimoine. Je vous invite à traverser les couloirs du temps à la découverte de quelques lieux parfois méconnus qui font la richesse du patrimoine ancien de notre département. Pour débuter notre voyage, direction Port-Marly, où se situe derrière moi un château qui, ne serait-ce que par son nom, évoque un univers fascinant, le château de Monte Cristo. Sur les hauteurs de Port-Marly, niché au cœur d'un théâtre de verdure, se dessine le paradis terrestre d'Alexandre Dumas, le château de Monte Cristo. L'écrivain, au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, cherche à quitter Paris. Son rêve, faire construire une maison de campagne sur les bords de Seine. Séduit par la commune de Port-Marly, il choisit l'architecte Hippolyte Durand et fit construire en 1846 un château de style Renaissance. Alexandre Dumas n'avait pas donné de nom à sa maison. Et un jour, une actrice qui vient le voir se déplace de Paris, elle prend le train, elle arrive au PEC. Au PEC, elle demande à un cocher de la mener chez Dumas et le cocher ne sait pas du tout de qui il s'agit. Donc elle est obligée d'expliquer, elle dit mais enfin si, Dumas, vous savez bien, le comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, et elle a à peine fini sa phrase que le cocher dit mais si vous m'aviez dit que vous vouliez aller dans la maison du comte de Monte Cristo, je vous y aurais emmené tout de suite. Donc elle raconte cette anecdote à Alexandre Dumas, il trouve ça très drôle et du coup il se dit ma maison je vais l'appeler le château de Monte Cristo. Sculptées de toutes parts, les façades du château sont ornées de portraits d'écrivains qui lui sont chers, d'animaux étranges et de sa devise personnelle « J'aime qui m'aime ». Parmi les 11 pièces du château se trouve au premier étage un authentique salon mauresque dont les murs présentent un décor de sculptures et d'arabesques rapportés au cours de l'un de ses voyages. L'écrivain a imaginé sa maison comme il vivait, avec démesure et extravagance. Face à cette demeure, un castel néogothique appelé par Dumas le château d'If lui servira de cabinet de travail. L'architecture particulière de cet édifice souligne à nouveau tout l'imaginaire de Dumas. Classé aujourd'hui monument historique, le château et son parc sont à visiter pour découvrir tout l'univers du célèbre écrivain à travers une collection de gravures, peintures et reproductions. Des expositions temporaires d'art contemporain et des animations tout au long de l'année accompagnent également les visiteurs. Pour continuer notre découverte du patrimoine ancien des Yvelines, je vous propose un détour par le domaine national de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. Aux confins de la commune de Magny-les-Hameaux, sur les pentes de la vallée de Chevreuse, se trouve un vaste domaine forestier d'une trentaine d'hectares, le domaine national de Port-Royal des Champs. L'histoire de ce lieu commence au XIIIe siècle par la construction d'une abbaye cistercienne de femmes qu'elles occuperont près de 400 ans. Les religieuses quittent l'abbaye et s'installent à Paris, tandis que les solitaires, ces hommes du monde qui ont choisi de vivre une vie retirée de l'agitation, occupent le monastère puis les granges de la partie agricole du domaine. Cette abbaye de Port-Royal est devenue une abbaye importante, connue, illustre et parfois détestée à l'époque de Louis XIV, parce que dans cette abbaye se regroupent, aux portes de cette abbaye, se regroupent un certain nombre d'hommes, de théologiens, de philosophes, d'écrivains, qui ont laissé un certain nombre de textes et d'écrits. Ce sont des textes théologiques, ce sont des textes philosophiques, ou ce sont des textes pédagogiques. Ces écrivains, eux, ont une vision de la société qui n'est pas forcément celle du roi. C'est ce qui fait la célébrité de Port-Royal pendant le règne de Louis XIV, et c'est parce que ces écrivains se sont dressés contre le roi que le roi a souhaité faire disparaître l'abbaye, il a souhaité qu'elle soit détruite, c'est sans doute parce qu'il a voulu la détruire qu'aujourd'hui le souvenir de cette abbaye reste encore extrêmement fort, pour nous qui habitons Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les Français, et au-delà, pour beaucoup de nos concitoyens européens, pour qui Port-Royal reste un endroit très très important. De ce haut lieu de la pensée janséniste, dont Jean Racine fut l'élève le plus célèbre, reste à visiter les ruines de l'abbaye et le musée. L'occasion, au terme d'une promenade dans le parc, d'entrer dans ce musée qui conserve une riche collection de gravures, livres anciens, portraits et ouvrages, souvenirs des personnalités, écrivains et philosophes qui ont vécu ici il y a quelques siècles.
Le Musée national de Port-Royal des Champs a inauguré en mai dernier, après un vaste chantier de restauration, un salon datant du 19e siècle. Nous avions rencontré les 2 restauratrices en charge du projet. Elles se sont rencontrées voilà 20 ans dans un atelier de peinture de techniques anciennes. Le chantier de restauration d'un salon du 19e siècle du Musée national de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux est l'occasion pour Sophie et Eliette d'allier leurs talents pour la première fois et de mêler restauration et approche d'un chantier traditionnel. Ce sont des chantiers qui à l'époque étaient réalisés par des peintres en décor. Donc j'ai l'approche pratique de chantier finalement. Donc là, la restauration est un petit peu particulière dans la mesure où on a un côté restauration, toute une partie restauration qui concerne plus de la moitié du salon, et une partie restitution, puisque l'on a découvert que ce salon avait été restitué déjà au XIXe siècle. Le chantier a débuté par la réintégration picturale en octobre 2012. Mais les premières peintures ont été découvertes et nettoyées il y a plus de 3 ans. Tels 2 archéologues, Sophie et Eliette ont découvert leurs différentes couches successives en remontant dans le temps, jusqu'à découvrir la teinte originale du XVIIIe siècle, patinée, presque bronze à cause de l'oxydation et divers traitements aux huiles et aux cires. Redécouvrir la couleur originale ne fut pas chose aisée. Les peintures de dessus de porte ont largement renseigné nos 2 expertes. Là, je suis en train d'appliquer une 3e couche, c'est la couche de peinture verte fraîche à la colle de peau, qui a été réalisée avec des pigments et de la colle de peau. Voilà, pour réintégrer, c'est-à-dire pour redonner l'illusion de l'ensemble. Alors, bien entendu, on ne déborde pas sur la peinture originale que l'on a conservée. Les tableaux entièrement remarouflés sur un nid d'abeilles conservent leur plastique de protection pour éviter les coulures. Le salon est l'un des derniers décors anciens du musée qui n'avait pas encore été restauré. L'opération devrait s'achever au printemps. Le salon accueillera les premiers visiteurs pour la nuit des musées en mai 2013. D'ici là, seule Plume peut en profiter. Le patrimoine ancien se situe parfois au cœur des villes et même des villes nouvelles. Je me trouve devant l'église Sainte-Victor à Guyancourt, un édifice façonné au fil de l'histoire. Pour nous en parler, nous allons retrouver Laure Valette, qui est animatrice du patrimoine et de l'architecture pour le musée de la ville. Laure Valette, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire de quand date cette église? Oui, l'église de Guyancourt s'est construite sur plusieurs siècles. Nous avons des éléments à l'ouest, au niveau du clocher, à la base qui datent du XIIe siècle. Il y a aussi des éléments du XIIIe siècle, puis viennent les 4 premières travées de la nef, qui seraient vraisemblablement construites au XIVe siècle. Ensuite, on sait avec certitude que le chœur est, lui, complètement reconstruit au XVIe siècle. Ensuite, l'église a connu différentes périodes de travaux, notamment plusieurs restaurations au XIXe siècle. Et puis au XXe siècle, elle est protégée au titre des monuments historiques depuis 1951. Pouvez-vous nous parler de l'architecture de cet édifice? On voit autour de nous essentiellement des formes qui sont marquantes de l'architecture gothique, notamment le fameux arc brisé, les voûtes d'ogive également brisées, qui permettaient de mieux répartir le poids de l'édifice sur les travées et sur les piliers des églises, et donc de créer des ouvertures plus importantes, comme on voit ici au niveau du chœur, ce qui permet d'avoir plus de lumière. Donc dans la partie la plus sacrée de l'édifice, le chœur, c'était très avantageux. Au niveau de cette architecture, on voit également qu'on a un enduit blanc très simple qui a été revalorisé par la restauration récente et qui est tout à fait typique d'une architecture de village très simple de cette église. Et on voit que l'enduit blanc de la restauration a permis de mettre bien en valeur les croix pâtées que vous avez sur les piliers de l'église, donc les croix rouges pâtées qui sont l'emblème de l'ordre des chevaliers du Temple et qui se retrouvent sur les armes de la famille Piedfer, seigneur de Guyancourt, donc le lien avec l'église se fait comme ceci. Donc l'ordre du Temple, les Templiers, d'une manière plus générale, ont été assez présents sur la ville nouvelle? Oui, effectivement, la présence de cette croix ici
qui vient probablement donc des armes de la famille Piedfer, seigneur de Guyancourt, montre que l'ordre du Temple était très influent dans la région et localement en particulier. On le voit d'ailleurs par un vestige très important qui est la commanderie templière de la Ville-Dieu à Elancourt, qui a elle aussi subi d'ailleurs des restaurations récentes. Nous nous sommes rendus à la commanderie des Templiers à Elancourt, retour sur ce site qui mêle tradition et modernité en accueillant des expositions contemporaines. À Elancourt, les vieilles pierres de la commanderie des Templiers ont des choses à nous raconter. Une visite découverte entre patrimoine et art contemporain nous est proposée le premier dimanche de chaque mois. Dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, il y a la moitié de la visite qui est vraiment sur l'histoire et l'architecture des lieux. Et puis dans le même temps, on propose aux gens de découvrir l'exposition actuelle du site, donc l'exposition d'art contemporain, puisqu'aujourd'hui c'est le cœur du projet de la commanderie des Templiers. Donc en ce moment c'est une exposition de dessin, ça change régulièrement et comme ça les gens peuvent même revenir plusieurs fois avec leurs amis et eux voir une exposition différente à chaque fois. Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ce lieu emblématique, fondé au XIIe siècle par les moines soldats de l'ordre du Temple, a connu de multiples affectations. Utilisé au départ pour l'accueil des pèlerins, puis converti en exploitation agricole, la commanderie est restaurée et ouverte au public dans les années 70. Une deuxième vague de restauration en 2008 et 2012 en fait aujourd'hui un centre culturel et historique à vocation polyvalente. L'art contemporain est à l'honneur cette année dans le bâtiment des gardes qui accueille les expositions temporaires. L'originalité de la visite à deux voies offre ainsi au public une mise en parallèle entre l'histoire de ce lieu de patrimoine et l'art contemporain qui y est exposé. On n'avait jamais eu de parcours historique sur la commanderie. On a l'habitude de voir des sculptures modernes ici, des artistes contemporains, et ça ne nous choque pas le mélange des deux. La chapelle, dernier témoin médiéval de la région, et les expositions sont à découvrir tous les premiers dimanches du mois. Nous sommes toujours à l'intérieur de l'église Saint-Victor à Guyancourt, devant cette fresque découverte lors des derniers travaux de restauration. Laure, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les restaurations de 2011-2012 ont mis au jour une fresque qui daterait vraisemblablement de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Donc c'est toujours quelque chose d'assez émouvant quand on fait ce genre de découverte, quand on est restaurateur ou même animateur du patrimoine, c'est très excitant. Donc c'est quand même une belle fresque au fusain. Donc la différence entre la fresque et la peinture murale, c'est que la peinture murale, les pigments sont liés. Sur la fresque, on pose en fait les pigments, ici le fusain, sur un enduit frais, d'où le terme de fresque, qui vient de fresco en italien. Et en séchant, il y a une réaction chimique en fait qui forme une couche transparente sur les pigments et qui protège la fresque. Donc c'est des choses qui résistent assez bien. Et par contre, là, on voit que l'artiste de l'époque avait une certaine dextérité puisque c'est très difficile de reprendre le tracé puisque ça sèche très vite. Donc là, on voit... Qu'est-ce que justement représente cette fresque ? Alors, on voit une jambe dans un étrier avec un petit éperon. Un serpent, un dragon, vraisemblablement avec une aile de ce côté-là. On voit une lance et l'avant d'un cheval. Donc on peut, avec assez de certitude, dire que cette fresque représente vraisemblablement Saint Georges terrassant le dragon, qui est un motif traditionnel de l'iconographie chrétienne qu'on retrouve dans les manuscrits et que plus tard des peintres comme Raphaël ou Rubens reprendront, qui est un motif très symbolique de la victoire du bien contre le mal, de la victoire de la foi terrassant le diable. Donc on retrouve aussi dans beaucoup de peintures murales ou fresques. Donc là, on a vraiment affaire à une scène assez classique, ce qui a aidé beaucoup à reconnaître le motif de cette fresque. Pour ce qui est de la restauration, quand on découvre ce genre de choses, aujourd'hui au XXe siècle, on ne fait plus comme au XIXe siècle à recréer les zones manquantes pour ne pas que ça se voit. On essaye d'être le plus juste possible historiquement et le plus vrai, c'est-à-dire de ne pas faire croire à un dessin complètement intact, mais de laisser en fait les lacunes, de nettoyer la couche picturale, de refixer les pigments et ensuite de protéger pour montrer vraiment l'état lacunaire qui est un témoignage de l'histoire à cette date où on l'a redécouverte et pas une peinture qu'on recrée dans sa splendeur qui du coup serait fausse de l'époque. Où peuvent se renseigner les curieux qui voudraient davantage d'informations ? Si vous voulez en savoir plus sur l'église de Guyancourt, vous pouvez venir nous voir au musée de la ville. Notre rôle, c'est de valoriser le patrimoine saint-quentinois dans son ensemble. Donc on a un centre de documentation, on raconte l'histoire du territoire.
Et si vous voulez en savoir plus en particulier sur la fresque et sur la restauration, le service communal des archives de Guyancourt et son archiviste Isabelle Gourmelin a suivi le projet de restauration et donc a sûrement beaucoup de secrets à retransmettre encore sur cette fresque et puis sur les détails de restauration de l'église en général. Merci beaucoup Laure pour votre éclairage. Merci à vous. Nous poursuivons notre découverte des lieux historiques, toujours à Guyancourt et toujours accompagnés de Laure Valette. Merci. Alors nous nous trouvons devant une ancienne batterie militaire. Alors on a fait un saut dans le temps puisque c'est un édifice du 19e siècle. Vous pouvez nous raconter un peu l'origine de ce lieu ? Après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, qui a été un réel choc puisque les armées ennemies sont très rapidement arrivées jusqu'à Paris, on a identifié qu'il y avait un problème de défense de la région parisienne et même au-delà. Donc on décide la mise en place d'un système de fortification à l'échelle nationale et plus particulièrement une ceinture fortifiée autour de Paris, de forts, de batteries et de redoutes dont fait partie la batterie de Bouvier construite en 1879 pour en fait permettre de boucher la trouée qui existait encore entre les forts de Saint-Cyr et de Buc et qui risquait de constituer donc un passage possible pour les troupes ennemies. Ensuite, cette batterie ne servira finalement jamais de lieu de défense proprement dit. Elle restera une base arrière pour les troupes, dont aussi son nom de redoute qu'on entend parfois, redoute du lieu ridotto, où l'on se retire en italien. Jusque donc la Première Guerre mondiale où elle servira effectivement de base arrière. Puis ensuite, avec la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'elle est obsolète. Ce lieu devient obsolète par rapport à la guerre moderne et on décidera du coup de l'abandonner en tant que lieu militaire proprement dit. Est-ce que ce lieu a malgré tout connu une seconde vie ? Oui, entre effectivement cette époque-là et aujourd'hui, le lieu a connu bien d'autres histoires. Donc dans les années 1930, le ministère de la Défense loue ce lieu à l'entreprise Hispano-Suiza qui s'installe sur les lieux, qui est une entreprise d'industrie militaire, aéronautique et automobile et qui va donc effectuer sur ce lieu des fabrications de munitions, des essais de moteurs notamment. Puis lors de l'occupation allemande au moment de la Deuxième Guerre mondiale, une partie des activités d'Hispano-Suiza est délocalisée. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale ne subsistera sur le lieu que l'activité aéronautique et notamment les fameuses turbines du célèbre Transsibérien ont été construites ici. Voilà. Et puis ensuite, la crise économique et puis l'arrivée de la ville nouvelle vont provoquer le départ avec l'urbanisation contemporaine de l'entreprise Hispano-Suiza qui quitte définitivement ces lieux en 1993. Alors du coup, le lieu est laissé là aussi à l'abandon encore quelques temps ? Effectivement, le lieu est laissé à l'abandon quelques temps puisque c'est seulement en 1999 que l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui aménage la ville nouvelle, qui urbanise Saint-Quentin-en-Yvelines, va racheter au ministère de la Défense le site de la batterie de Bouvier pour ensuite le réhabiliter, le restaurer et en faire un lieu de vie contemporaine puisque ce patrimoine ancien ne peut pas rester en tant que tel juste pour sa valeur symbolique. Il doit aussi continuer à vivre et donc se transformer pour pouvoir accueillir de nouvelles activités. Donc ce lieu a connu différentes périodes historiques, utilisé à des fins différentes, mais en termes d'architecture, qu'est-ce qui a été conservé ou peut-être modifié ? Effectivement, lors de la réhabilitation dans les années 2000, le cabinet d'architectes contemporains a fait le choix en fait de détruire certaines parties qui étaient les bâtiments annexes qui avaient été construits en fait au moment de l'occupation industrielle du site par Hispano-Suiza pour mieux revaloriser et réhabiliter l'architecture militaire de départ en fait, pour vraiment redonner son identité historique, patrimoniale à ce lieu. Voilà. Il y a également d'autres ajouts qui ont été faits d'architecture contemporaine pour pouvoir permettre l'exploitation de ce lieu. Et donc aujourd'hui on a un mariage de la pierre de Meulière et de l'architecture militaire classique initiale et du contemporain pour donner un lieu nouveau et en même temps très symbolique patrimonialement parlant. Donc en fait, ce lieu est véritablement un symbole d'une revalorisation du patrimoine utilisé à des fins plus contemporaines aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans cette fameuse batterie ?
Déjà, le mot batterie, effectivement, est complètement symbolique puisque naturellement, le mot batterie de l'architecture militaire qui désigne, qui vient de la batterie d'artillerie, ça des a été armes, conservé. voilà, et qui a été du coup appelé également batterie en écho à la musique contemporaine. Donc ce nom est en lui-même un symbole du passé patrimonial du lieu. Et puis les studios de répétition notamment sont situés dans les anciennes casemates qui au fond de la cour sont les petits bunkers qui abritaient soit des stockages de pièces d'artillerie, soit qui abritaient des hommes. C'est des endroits où on vivait, où on mangeait. Ensuite, on a conservé également la façade, cette belle façade réhabilitée avec les joints refaits, etc., avec le nom de la batterie de Bouvier et la date de 1879 inscrit dessus. Et puis, par contre, on a comblé les fossés, les douves, tout ce système défensif qui n'avait plus lieu d'être, évidemment, puisqu'aujourd'hui c'est un lieu convivial et accueillant. C'est un lieu où on peut venir écouter des concerts, où on peut venir répéter des studios de danse ou des studios de musique, donc un lieu d'enseignement aussi. Et puis c'est aussi un lieu qui abrite un restaurant aujourd'hui, donc on peut venir passer un moment agréable justement dans la partie ancienne, avec une verrière contemporaine qui est venue s'adjoindre pour accueillir les gens dans ce café musical. Donc c'est un lieu très sympathique où on peut venir passer un moment de détente agréable et du coup qui retrouve une vraie vie. Merci Laure Valette de nous avoir accompagnés tout au long de ce magazine. Nous poursuivons notre voyage à la découverte du château de la Madeleine à Chevreuse. C'est depuis ces escaliers étroits du XIIIe, purement militaires, que les mercenaires descendaient dos au mur, se mettant alors en danger de mort lors des assauts. En face, dans la cour centrale, ce puits avec sa gargouille en pierre calcaire armée d'une gouttière ostentatoire purement décorative faisait à l'origine 80 mètres de profondeur. Il n'en accuse plus que 30 aujourd'hui. L'effondrement a fait son œuvre. Désormais, ces abîmes recueillent surtout les portables des visiteurs distraits. À l'intérieur, un escalier 14e irrégulier à souhait mène aux caves. Indispensable au Moyen-Âge, car la population consomme alors entre 1 et 3 litres de vin par jour pour soigner la dysenterie, mot particulièrement courant à l'époque faute d'hygiène. Le château de la Madeleine regorge d'anecdotes et autres récits passionnants. Située sur les hauteurs de Chevreuse, cette forteresse est intimement liée à l'histoire de France. En 1306, Philippe le Bel et l'impératrice de Constantinople y séjournent. En 1415, Jean sans peur, allié du roi d'Angleterre, livre bataille et laisse la ville en ruine. Au XVIe siècle, les guerres de religion font rage et le château, déclaré félon, est finalement épargné par Henri IV lui-même. Ici, c'était au XVIe siècle, c'était le bastion catholique d'Île-de-France. C'était le pouvoir central de l'anti-pouvoir protestant, il fallait vraiment en découdre. Et symboliquement, Henri IV pouvait très bien le raser, ce château. Aujourd'hui, visiter le château de la Madeleine, c'est s'immerger dans 10 siècles d'histoire. Le donjon, la tour des gardes, sœur jumelle de la tour de la Bastille et une croisée d'ogives purement décorative, le bourgeois singe le noble, première période bling-bling de l'histoire, sans oublier une vue imprenable du haut des remparts depuis lesquels les visiteurs peuvent contempler le bourg de l'an 1000. Le Moyen-Âge, ses châteaux forts, les chevaliers, une période de l'histoire qui en intéresse encore plus d'un. Certains même s'amusent à revivre grandeur nature cette période de l'histoire. Nous nous sommes rendus au médiéval de Naufle-le-Château, c'était en juin dernier. Gentes dames et damoiseaux, chevaliers et écuyers, bienvenue au médiéval de Naufle-le-Château. Ce week-end, le village a retrouvé ses origines médiévales. 2 jours de festivités, organisés par le Lions Club de Naufle, ont transporté petits et grands à travers les portes de l'histoire. Le but final de l'opération, en dehors du plaisir de recevoir les gens et de leur faire profiter d'une belle fête, c'est aussi d'alimenter les caisses œuvres sociales du Lions Club de Naufle-le-Château, ce qui nous permettra dans les mois et les années qui viennent, bien sûr, d'aider ceux qui ont tendance à rester un peu sur le bord de la route, d'aider ceux qui essayent de faire du bien à gauche et à droite. Animation pédagogique, spectacles, marché médiéval et location de costumes ont ainsi redonné vie au Moyen-Âge, offrant aux visiteurs une immersion totale.
Nous, ce qu'on voulait voir, effectivement, c'était le tournoi là, des chevaliers. Puis après, on a essayé le tir à l'arc sur le sanglier, les différentes armes que nous présente le camping d'Écossais. Après avoir découvert le camp viking et admiré le Drakkar de Rollon, le spectateur, non initié ou féru de reconstitution historique, a également pu assister au tournoi international de joute équestre. Une véritable compétition entre chevaliers s'affrontant pour le titre de la lance d'argent. Le style français, on est souvent bon cavalier. Enfin, je dirais qu'en général, on a un bon niveau équestre et on a la réputation d'être assez dur en lance, quoi. Nos lances sont assez puissantes. Voilà. On doit avoir confiance en l'adversaire qui vient en face de nous. On peut se faire extrêmement mal. Hein. On charge avec une lance. Hein. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'animosité. Il faut vraiment qu'on reste dans le fair play. Donc ça veut dire qu'il y a le respect de son adversaire. Hein. Donc le respect des autres et le fair play. C'est des grandes qualités qui font partie, qui faisaient partie du Moyen-Âge et de ce que devait être un chevalier. Hein. Forte admiration pour les valeurs chrétiennes du Moyen-Âge, pour un respect de Dieu, de la parole du Seigneur. Et d'un certain mode de vie qui en découlait, violent. Ok, on le juge maintenant depuis notre siècle, c'est facile. Les mentalités étaient adaptées à une époque violente et je pense que quand même le respect de ces valeurs proches du Seigneur faisait que le monde fonctionnait correctement. L'intégralité des bénéfices de cet événement servira à financer les œuvres sociales soutenues par le Lions Club de Neaufle-le-Château. Ce magazine consacré à l'histoire et au patrimoine du département est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous souhaite un très bon été. À bientôt.